par une double inauguration qui fait le bonheur des populations de Kansiria dans Kouroussa, un pont et une route de 65 km pour désenclaver cette zone agro-pastorale. 19 femmes distinguées pour leur courage au niveau de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'étudiantes et de professeurs passionnés par leur travail. Un bel exemple à la femme, un bel hommage à la femme guinéenne. Tika Zone 2017, la Guinée fait le bilan de la compétition. 4 pays ont compéti sur les 8 qui étaient annoncés au départ. Bonsoir à tous. Des investisseurs turcs chez le président de la République, occasion pour ces hommes d'affaires de rassurer professeur Alpha Condé quant à leur engagement à rendre plus dynamiques les relations entre privés guinéens et privés turcs. Mais auparavant, le chef de l'État avait accordé une audience à des membres du conseil d'administration de la BAD, entendez Banque africaine de développement. La synthèse des échanges avec Mohamed Lamine Souma. C'est une rencontre très amicale et fraternelle que les 5 membres du conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD ont eu avec le président de la République, le professeur Alpha Condé. Les échanges ont porté sur le financement par la BAD des secteurs de priorité du président Condé, les infrastructures routières, énergétiques, le renforcement des capacités, le système de santé. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt pour la Guinée. Monsieur le Président nous a bossé un tableau des attentes qu'il a pour le développement de la Guinée, de ce qu'il attend de la Banque africaine de développement pour accompagner ce développement. Et donc je voudrais juste rappeler l'appui dont a fait preuve, qu'a eu la Banque africaine de développement continuellement de la part de son Excellence. Son Excellence connaît très très bien les questions, les contraintes que la Guinée connaît, et donc il nous en a fait part. Et il nous a quand même montré ce qui est attendu et de la banque et des partenaires financiers que la Guinée a. Le programme de son Excellence est très ambitieux pour la Guinée. La Guinée est dans une période de transformation profonde. Il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Il y a des projets de grande envergure qu'il compte mettre en place pour faire en sorte que la Guinée puisse utiliser en profondeur et à bon escient les richesses qu'elle a, dont regorge le sol guinéen. Bien sûr, ces contraintes ont besoin d'être financées et nous avons échangé aussi sur les questions de financement que connaîtront ces projets. Vous savez que nous, au niveau du conseil d'administration, nous faisons ces visites-là pour nous enquérir de ce qui a lieu de savoir exactement au niveau des pays, au niveau du terrain. Dans l'après-midi de ce jeudi 30 mars 2017, le président de la République a reçu des investisseurs turcs. Ils sont membres de l'Assemblée des exportateurs turcs, une assemblée forte de 110 000 exportateurs. Ils ont réaffirmé au président Alpha Condé leur engagement à investir en Guinée dans le secteur public et dans le privé. Monsieur est le vice-président de l'Assemblée des exportateurs de Turquie. Ils sont venus ici avec 28 hommes d'affaires. Et Alpha Condé, son Excellence, de les avoir accordé une audience. Mon assemblée est constituée de 70 000 exportateurs de Turquie. Nous espérons que cette visite sera une visite très fructueuse pour les deux côtés, du point de vue commerce et du point de vue investissement. Nos investisseurs sont très intéressés d'investir en Guinée. En leur sein, la compagnie Nemet, première compagnie turque en matière de viande d'élevage, par la voix de son vice-président Farouk Kayar, dit que toutes les dispositions sont prises pour investir en Guinée dès maintenant. Travaux publics, un pont et une route de 65 km viennent d'être inaugurés à Kansiria dans la préfecture de Kouroussa. La démarche vise à désenclaver cette zone agro-pastorale. La nouvelle route va permettre de relier Kouroussa et Farana. Reportage Ansoumane Toumani Kamara. Cette route, mise à la disposition des communautés, relie Farana Centre au district de Kansiria dans la sous-préfecture de Bamfele à Kouroussa. Sur une longueur de 65 km, ce axe désenclave plusieurs zones de production agro-pastorale des deux préfectures situées de part et d'autre du fleuve Mafou.
Sur ce cours d'eau, un pont de 53 mètres linéaires est aussi construit pour assurer un trafic régulier et sécurisé pour les usagers. Entièrement financé par le fonds d'entretien routier dans le cadre du désenclavement non seulement des zones de production et aussi de toute la population riveraine de cette route. Et ce projet est aussi une des promesses prises par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le cadre de rendre accessibles les zones urbaines par la population de Sankaran. Sankaran côté Farana et Sankaran côté Kouroussa. La route préfectorale Farana-Kansiria et le pont de Guindo permettent de relier Farana à Kissidougou et Kankan sans passer par Kouroussa. Leur réalisation vient mettre un terme à la souffrance des riverains désormais réunis en association. Aujourd'hui, je prends seulement l'exemple sur l'Anacardier. Il y a certains villages aujourd'hui où les gens viennent prendre, ils viennent se ravitailler, si vous voulez, en produit pour ravitailler leurs champs. Il y en a qui cultivent à Kansira, il y en a qui cultivent à Benikoro. Avant, ils n'avaient pas la possibilité de liquider leur production. Cette joie des localités riveraines est exprimée à travers des valeurs culturelles de la contrée. Ces localités à forte densité humaine sollicitent aussi la réhabilitation du tronçon Kansiria-Douako via Banfele à Kouroussa et long de 60 km. Quel est l'impact des entreprises locales sur la création de l'emploi? La question intéresse le ministère des Mines. Un cabinet d'experts est actuellement en train d'évaluer la participation de ces entreprises sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Explication Falilou Diallo. Le contenu local des entreprises minières est un élément fondamental dans le développement du secteur. L'impact au niveau des communautés sera bientôt évalué par les consultants du cabinet Kaiser. L'exercice consiste à recueillir les informations sur le terrain, analyser la documentation à travers les différents accords et conventions. Pour le gouvernement, cette opération se pose en termes d'urgence pour le développement des mines en Guinée. La priorité du chef de l'État, c'est que le secteur minier contribue à la transformation de l'économie nationale. Et cette transformation, au-delà des revenus que nous pouvons en tant qu'État tirer du secteur minier, cette transformation se réalise fondamentalement à travers le renforcement des capacités nationales par l'emploi de Guinéens, mais aussi le renforcement des capacités nationales par l'emploi d'entreprises locales qui, avec cette expérience acquise dans le secteur minier, peuvent développer leurs activités au-delà du secteur minier et même à l'étranger aussi. Pour cette première opération, les sociétés évoluant dans la zone bauxitique de Boké seront évaluées et la promotion du contenu local épluchée par ses consultants. Donc GAC est engagé à participer à ce contenu local et à supporter le ministère des Mines. Cette opération consiste à connaître l'entreprise minière qui emploie plus de main-d'œuvre locale. Elle concerne toutes les entreprises minières en phase de développement et de construction. En ligne de mire, avoir une base de données sur l'application du contenu local au niveau des sociétés minières en Guinée. Et puisqu'on parle des sociétés minières, une question s'impose. Comment améliorer la gestion des redevances payées aux communautés? Le sujet préoccupe l'Union européenne et des acteurs impliqués dans le secteur des mines. Une rencontre à Kindia a permis de plancher sur le thème. Les participants recommandent notamment la mise en place rapide d'un cadre de concertation. Mohamed Sanko. Scandale géologique par excellence, la Guinée ne profite pas suffisamment des revenus miniers comme l'auraient souhaité les populations et les autorités. Pire, les montants, les destinataires et l'utilisation de ces montants sont peu connus par les bénéficiaires. Il y avait un montant alloué à la collectivité, c'est-à-dire les 0,4%. Mais il fut un moment alors où ça n'allait pas au niveau de la préfecture même, alors ce montant-là a été bloqué. Cette rencontre axée sur le plaidoyer pour la mise en place des cadres de concertation pour la mobilisation et la gestion des revenus miniers dans les localités minières vient corriger cette situation. Nous avons estimé qu'il est opportun et important maintenant qu'on ait un cadre de rencontre, de plaidoyer, pour que finalement
qu'on sache quels sont les montants qui ont été payés dans les localités minières. Comment ils ont été payés, à qui ils ont été payés, quand ils ont été payés. Lorsque nous avons ces informations aussi de base, après que les membres de ce même cadre de concertation suivent, plaident l'utilisation de ces montants. Les sujets liés notamment à l'approche du statut du cadre de concertation, du règlement intérieur, les domaines de compétences, les textes sur les revenus miniers ainsi que la présence du plan de développement local sont évoqués. Les échanges qu'on aura pendant ces 2 jours permettront de donner des orientations et des pistes qui pourront nous dire demain comment nous allons nous positionner par rapport à la suite de cet atelier. Avec l'installation du cadre de concertation à tous les niveaux, la gestion des revenus miniers, les impôts et autres taxes pourraient connaître beaucoup plus de transparence. Mais cela dépendra aussi de la valeur des hommes qui composent ce cadre de concertation. Amélioration du climat des affaires, des opérateurs économiques turcs sont à Conakry. Une visite de travail pour échanger avec les autorités guinéennes sur les opportunités d'investissement dans notre pays. L'objectif est de redynamiser l'axe de coopération Conakry-Ankara. Reportage Mohamed III Camara. La coopération guinéo-turque se renforce. C'est la 4e fois que les investisseurs turcs séjournent dans notre pays. Ils viennent échanger avec les autorités guinéennes sur les opportunités de commerce entre la Turquie et la Guinée. Nous avons une mission très importante qui vient justement des exportateurs de Turquie. Mais exportateur ne veut pas dire que exporter. Nous avons plusieurs projets en cours. Ces hommes d'affaires sont les hommes d'affaires très importants de la Turquie et ils sont très intéressés à investir en Turquie et aussi bien sûr importer les produits guinéens en Turquie. C'est des échanges commerciaux gagnant-gagnant, comme l'appellent les vœux de nos chefs d'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, et le président turc Erdogan, qui ont demandé à ce que les échanges commerciaux de la Turquie passent de 62 millions actuellement à plus de 250 millions en un an. À la suite des échanges fructueux avec l'appui pour le gouvernement, l'espoir d'un rapprochement au plan commercial doublé d'une ouverture de la Guinée aux investisseurs turcs est permis. Nous souhaitons vraiment un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs. Et ce partenariat gagnant-gagnant permettra à la Guinée de pouvoir se développer, permettra à la Guinée de développer son potentiel national et permettra à la Guinée également de pouvoir améliorer son environnement économique. Tout cet engagement politique est fait pour une chose, aboutir sur des relations profitables aux 2 pays, des relations commerciales. C'est la concrétisation aujourd'hui. Ça veut dire que nos 2 chefs d'État respectifs ont bien travaillé. Aujourd'hui, des hommes d'affaires turcs sont en passe de nouer des relations commerciales avec la Guinée, avec des hommes d'affaires guinéens. Et c'est le résultat de cette diplomatie commerciale, de cette diplomatie tout court, avec, pour moi qui suis en charge de l'emploi, je l'espère, des opportunités d'emploi et d'investissement pour beaucoup de jeunes Guinéens. Satisfait des conclusions des travaux entre opérateurs turcs et opérateurs guinéens, le diplomate turc a offert un dîner à ses hôtes. Mori Kanté, l'ambassadeur de la musique guinéenne, était l'invité d'honneur du dîner. Le mois de la femme tire vers sa fin, mais il continue d'être célébré et le ministère de l'Enseignement supérieur a sa façon de participer à cette fête. En effet, le département vient de distinguer 19 étudiantes et enseignantes. Elles reçoivent le prix de l'excellence pour saluer la qualité de leur travail. Reportage Francis Collier. Des femmes font le plaidoyer en vue d'accroître le nombre de femmes aux postes de responsabilité. Pour elles, c'est inadmissible qu'il n'y ait pas plus de 2 femmes au poste de direction dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique publiques. Dans les 18 institutions d'enseignement supérieur public, il n'y a qu'une seule directrice. Et dans les 30 centres de recherche et de documentation, on note la présence d'une seule directrice. Ces statistiques prouvent que certaines femmes ont des difficultés d'allier la responsabilité de la gestion quotidienne de la famille. Nous demandons la mise en place d'un fonds pour que nous puissions contribuer à la formation des filles et des femmes dans tous les secteurs d'activité.
Des prix d'excellence sont attribués aux filles et femmes qui ont fait leurs preuves dans les sciences et technologies au sein des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, publiques comme privées. Ce prix œuvre pour changer également les mentalités, combattre les préjugés et ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes. De l'invite de la chef de cabinet pour qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les femmes montent en grade et ça va se faire. Pour les récipiendaires, ce prix d'excellence est à la fois un motif de soulagement et un défi à relever pour atteindre l'équité. Vous rencontrez des hommes qui estiment que vous n'êtes pas capable de faire ce genre de travail, qui vous crée beaucoup de difficultés et malgré tout, vous arrivez à sortir la tête. Cette joie, elle est immense pour moi. C'est pas facile de se lever et partir tous les jours à l'école, mais avec ce qu'on trouve là-bas, la formation et autres, je crois que ça en vaut la peine. Et je crois que ça sera une fierté aussi pour ma famille. La réussite du parité de l'équité de genre pour les postes de responsabilité passe par la formation de plus de femmes. Les autorités et partenaires semblent déterminés à trouver les moyens nécessaires. Éducation toujours avec des manuels scolaires offerts à une école privée du kilomètre 36. Le don est composé de 800 livres et de plusieurs guides pédagogiques. C'est l'œuvre d'un Guinéen vivant en France pour promouvoir l'excellence dans cet établissement. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. À peine ouverte aux élèves, la nouvelle bibliothèque du groupe scolaire Aimé Césaire du kilomètre 36 reçoit ses premiers lecteurs. Mamadou Sanoussi Diallo prépare son baccalauréat cette année. Il peut désormais compter sur ces documents mis à sa disposition. Avec ces documents, on ne pourra plus aller dans d'autres écoles ou dans d'autres bibliothèques distantes. On préfère rester dans notre école, mais nos recherches. Au total, 800 manuels scolaires et des guides pédagogiques pour les enseignants de chaque discipline composent le don. Un geste d'un compatriote vivant en France préoccupé par la scolarisation des enfants en Guinée. Dans la vie, on doit beaucoup à son pays. Et de ma manière, j'essaye de rendre la monnaie de la pièce que mon pays m'a apportée. Donc, je pense que ces manuels-là, ils seront utilisés à bon escient. Nous allons inviter aussi les professeurs à venir préparer à l'intérieur de la salle de lecture. Nous allons inviter également aussi les élèves qui viendront faire la lecture. C'est pour vous dire que nous sommes enjaillés, nous sommes beaucoup plus contents. Cette nouvelle bibliothèque est inaugurée au moment où Conakry s'apprête à devenir la capitale mondiale du livre. Santé, l'Institut Pasteur de Guinée travaille sur un programme avec quelques scientifiques du pays. 2 centres universitaires sont retenus pour mener les travaux, Zérekoré et Dabola. Le but est de former des cadres guinéens à la riposte rapide contre certaines maladies. Reportage Algassi Moubar. Cette formation est organisée par l'Institut Pasteur de Guinée. Elle regroupe les spécialistes de la biologie moléculaire, de l'épidémiologie, de l'environnement, de la biodiversité et des maladies infectieuses. L'objectif est de préparer les cadres guinéens à la riposte contre les pathologies dites émergentes. Nous formons les Guinéens. On les a formés dans un premier temps au cours de 2 ateliers qui ont eu lieu à Conakry. Et ces ateliers étaient des ateliers purement théoriques où on a appris les bases du diagnostic des maladies infectieuses, Ebola entre autres. Les participants venus de plusieurs institutions de Guinée et de la Sierra Leone reconnaissent que cette formation vient combler un vide. Et cette formation était axée sur 2 points. Il y avait les cours pratiques sur le One Health, c'est-à-dire sur la santé, mais aussi le deuxième volet était consacré aux cours pratiques. Et là, nous avons appris la capture et le prélèvement sur les animaux sauvages. Cette rencontre se tient en partenariat avec l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. Nous avons fait une présentation sur les aspects, les axes de la recherche et les principaux résultats obtenus par l'Institut, les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'Institut à travers les thèses et les mémoires. Nous avons plusieurs domaines
concept que nous avons présenté. Cette initiative de l'Institut Pasteur de Guinée devrait permettre aux chercheurs d'être désormais plus efficaces dans le diagnostic et la lutte contre les maladies épidémiques en Guinée. Dans la foulée, le département biologie de l'Université de Conakry aussi organise une formation. Elle est axée autour des problématiques alimentation et nutrition. Une rencontre d'échange qui va durer 3 jours. L'objectif est de rechercher de nouvelles stratégies à proposer au ministère de la Santé. Adiatou Barish nous fait le point. La carence en micronutriments, source de nombreuses maladies en Guinée, parmi lesquelles figurent l'anémie et la malnutrition. Avec le taux de prévalence de plus en plus élevé de ces différentes maladies, les acteurs en master nutrition santé initient l'université d'été, un cadre de partage d'expériences en vue d'élaborer des stratégies d'intervention et de recherche scientifique. En premier niveau, quel est le niveau des besoins de la couverture des besoins nutritionnels du pays au niveau de tous les groupes socio-économiques? Quel est le niveau de la production actuelle pour couvrir ces besoins et quelles sont les implications sur la santé et l'efficacité sur le plan du développement économique? Parce que si vous savez que si une personne est mal nourrie, elle n'est pas efficace, elle n'est pas rentable au travail. Un autre niveau extrêmement important, c'est que ça permettrait, si on se base sur les problèmes de nutrition et santé des populations, la santé en dépend énormément. Nous attendons que tous les acteurs puissent mettre les préoccupations sur la table, définir ensemble les stratégies pour pouvoir trouver des solutions, pour améliorer la nutrition des populations les plus vulnérables de notre pays, notamment les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. La sécurité alimentaire, la nutrition publique et le contrôle qualité des aliments constituent les thématiques abordées au cours des sessions. On acquiert aussi d'expérience parfaite en allaitement maternel exclusif, aussi la sécurité alimentaire et aussi on a compris que la nutrition ce n'est pas un domaine qui est isolé, c'est un domaine multisectoriel. Aujourd'hui, les sciences nutritionnelles et alimentaires restent un domaine incontournable pour la prévention des maladies carentielles. Avec la tenue de ces différentes journées scientifiques, le secteur amorce un nouvel élan dans la recherche scientifique sur le plan nutritionnel et alimentaire. À l'issue de cette rencontre, l'UNICEF dote le département de nouveaux équipements afin d'augmenter sa capacité. Des équipements offerts au ministère de l'Environnement. Il s'agit de matériel informatique et des véhicules pour renforcer le parc logistique du département. C'est un don du programme des Nations Unies pour le développement. Il vise à renforcer la capacité opérationnelle des agents de terrain. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Des véhicules tout-terrain et un lot de matériel informatique pour le département de l'Environnement. Le geste est du PNUD. Il vient ainsi améliorer les capacités d'action des services décentralisés du ministère de l'Environnement, qui est l'un des plus décentralisés, avec des projets environnementaux partout dans le pays. J'espère que ces équipements vont permettre à ces projets et au cadre de l'administration d'exercer leur mission, leur travail dans de bonnes conditions. J'ai eu le privilège de visiter certains projets sur le terrain et j'ai été très impressionné par la qualité du travail qui est fait sur le terrain, dans des zones difficiles, des zones enclavées, avec des populations qui ont vraiment besoin d'appui et de soutien et qui ont besoin d'être accompagnées par rapport à ces changements climatiques qui s'annoncent, qui sont préoccupantes, mais pour lesquelles on peut se préparer mieux. Nous couvrons 4 préfectures, Maniana, Kouroussa, Farana et Kizilkou, et nous sommes dans l'obligation de nous rendre de ces sites pour pouvoir travailler avec les acteurs à la base. Donc ces véhicules vont nous permettre de joindre ces différents lieux et pouvoir travailler correctement. La bataille contre la dégradation de l'environnement est un combat de tous les jours. La Guinée compte renforcer ses relations et partenariats dans le secteur pour faire de la protection de l'environnement une réalité. Une session archéologique au Rio Congo, c'est l'intitulé d'une cérémonie de vernissage. L'événement rappelle des périodes douloureuses de l'histoire, notamment l'esclavage à travers le commerce triangulaire. Mais au-delà, il s'agit de la mise en pratique d'une coopération entre le Musée national et des scientifiques. Les détails avec Mikini Moussa Kamara, Mamaïsata Kamara. Cette exposition archéologique s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les scientifiques et le Musée national de Sandervalia. Une institution qui s'investit dans la promotion de la recherche, la collecte, la conservation et la diffusion culturelle.
Un projet du gouvernement guinéen soutenu par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Je suis très content, c'est l'une des activités qui peut montrer les lignes pendant les siècles entre la Guinée et les États-Unis. Et c'est important même pour les Américains parce que ça donne un peu de richesse d'où vient une grande majorité, un grand pourcentage de notre population américaine qui, même qu'ils ne savent pas, ils sont les Guinéens. Alors avec ce projet, avec le programme de Fulbright, c'était possible de faire plus riche l'histoire, la connaissance de passé de votre pays, mais aussi nos connexions avec la Guinée. Je suis encouragé à savoir qu'il y a un nouveau départ pour faire de la recherche archéologique en Guinée. C'est-à-dire notre histoire, nous pourrons la connaître dans sa totalité, si ces travaux continuent. Et c'est pour ça d'ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le ministère de la Culture, va mettre en place une chaire d'archéologie à l'université. Une session archéologique au Rio Pongo symbolise l'histoire de l'esclavage en Guinée. Rio Pongo a été le centre névralgique de la traite négrière depuis le XVIe siècle. La traite portugaise, la traite espagnole, la traite française, la traite hollandaise et la traite espagnole. Donc Rio Pongo a été le centre d'intenses activités négrières dans notre pays. Et c'est venant de l'arrière-pays que les esclaves ralliaient par centaines les bras valides, les femmes, par centaines les rivages du Rio Pongo. Et c'est là qu'ils étaient embarqués pour ce qu'on appelait à l'époque le voyage sans retour. Pendant des centaines d'années, la Guinée a connu la traite négrière transatlantique. À partir de 1808, les pays européens et les États-Unis d'Amérique ont interdit l'exportation des esclaves de la côte africaine. Une histoire immortalisée à travers ces expositions. Mariam Diaka Diallo, ce nom ne vous dit rien peut-être pour l'instant, mais la jeune dame compte bien se frayer un chemin dans le monde de la littérature. Elle vient de présenter son livre intitulé Regard tardif, un témoignage sur les mutilations génitales féminines et un mélange d'autobiographie. Marie-Angélique Bangoura a parcouru quelques lignes de cet ouvrage pour nous. C'est une nouvelle sortie littéraire de 102 pages. L'œuvre est intitulée Regard tardif de Mariama Diaka Diallo. La jeune écrivaine valide ainsi ce projet entamé 12 ans auparavant. Une œuvre qui fait d'elle une des plus jeunes figures de la littérature guinéenne. Âgée de 29 ans, Mariama a pensé écrire une partie de sa vie tout en s'aventurant dans l'imaginaire. Ça parle de mon histoire, il est à 45% autobiographique, ensuite le reste n'est que le fruit de mon imagination. Moi j'ai été victime de cette pratique et je pense qu'au jour d'aujourd'hui on doit faire tout ce qui est à notre possible pour faire comprendre aux gens qu'il faut qu'on arrête cette pratique parce qu'elle est vraiment désastreuse. Plus qu'un rêve, la nouvelle plume tient à garder son élan. Son premier jet tourne autour des MGF. En première ligne, l'excision. Une plume qui sensibilise sur les méfaits de cette pratique. Cette nouvelle expression de la littérature guinéenne impressionne. Étonnée, c'est vrai, parce qu'elle est encore très jeune et puis c'est vrai que je la voyais toujours lire quand elle était toute petite, elle était passionnée de lecture et être aussi passionnée d'écriture, vous savez, elle aimait souvent ce que je faisais à mes débuts dans le journalisme. J'ai voulu qu'elle soit journaliste, mais elle est partie ailleurs et avec la plume qu'elle avait déjà très enfant, je crois qu'elle vient de concrétiser un rêve, celui d'écrire. Mariama Diaka Diallo est diplômée de l'Université Mercure International de Conakry et de l'Institut de formation et de management des affaires de Dakar. Son livre intitulé Regard tardif est déjà dans les rayons de la maison du livre de Coléa. L'œuvre pourrait servir les amoureux de la lecture, mais aussi les ONG de lutte contre l'excision. Et puis le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu sous la haute autorité du président de la République. Quelles sont les grandes lignes des recommandations de ce jeudi? Le compte-rendu du porte-parole du gouvernement Damontan Albert Camara est commenté par Habib Thiam. C'est un nouveau rendez-vous très chargé qui s'ouvre sur la communication du chef de l'État. Une communication sur des sujets non moins importants relayés par le porte-parole du gouvernement.
Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures de sensibilisation, mais aussi de prévention et de sanctions contre les actes d'incivisme et la propension à se rendre justice. Le chef de l'État a instruit les départements concernés à faire le point sur les marchés de construction attribués, payés, mais non encore achevés. Le président de la République a demandé au ministre en charge du secteur éducatif de commencer à mettre en œuvre les recommandations du rapport de la commission de réflexion sur le système éducatif. Le chef de l'État a enfin invité le ministère en charge de l'urbanisme à maintenir la vigilance sur les domaines fonciers de l'État afin d'éviter les ventes et occupations illégales. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel du 14 et 28 mars dernier. Au titre de l'examen des textes, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a soumis au Conseil interministériel l'examen du projet d'arrêté portant création du Comité national scientifique tripartite inclusif préparatoire de l'Organisation internationale du travail. Le ministre du Commerce a à son tour soumis au Conseil interministériel en seconde lecture du projet de décret portant autorisation de mise à la consommation des produits en République de Guinée. Quant au ministre de la Jeunesse, il a soumis en seconde lecture l'examen du projet de décret fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. De son côté, le ministre du Budget a fait une communication relative à l'organisation des établissements publics à caractère administratif, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait de son côté une communication relative à la tenue de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger à Conakry en mars 2017. Le ministre de l'Économie et des Finances, lui, a fait une communication sur la dette intérieure et l'état d'avancement des travaux du comité d'appurement de la dette intérieure. Le porte-parole du gouvernement rapporte que le ministre du Budget a fait une communication sur la mise en place des vignettes pour l'identification des contribuables fiscaux. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil décide ce qui suit. 1. Le Conseil interministériel décide de la mise en place d'une commission interministérielle comprenant les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de la pêche et de la santé pour un examen approfondi du projet de décret avant sa soumission à une prochaine session du Conseil. Il s'agit du projet de décret du ministère du Commerce, bien entendu. Le Conseil adopte le décret fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement, de contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. Le Conseil invite le ministre de la Jeunesse à mettre en place un mécanisme de gestion et de contrôle des fonds qui seront collectés par les 10 centres. 3. Le Conseil autorise le ministre du Budget à poursuivre la réforme entreprise pour la collecte de la taxe professionnelle unique. Le Conseil invite le ministre à procéder à une large information sur les modalités du partenariat avec les banques privées dans le cadre de la collecte de cette taxe. Au titre des divers, la ministre des Travaux publics a informé le Conseil de l'incident survenu à Koya le dimanche 12 mars 2017 entre l'entreprise chinoise Henan Chine et une partie de la population. Elle a aussi évoqué la problématique de l'accès à la décharge de la minière qui doit être faite en béton avant la saison des pluies. Le Conseil a été informé que les ministres parrains effectueront des missions de sensibilisation dans les préfectures à compter du 15 avril. Le ministre des Mines et de la Géologie a informé le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, l'Association des pays africains producteurs de diamants tiendra sa 5e session du Conseil des ministres à Conakry les 4 et 5 avril 2017. Le ministre en charge de la sécurité a informé le Conseil de la sortie de la première promotion de l'École nationale de la police le mercredi 29 mars 2017. Restons au palais Sékou Touréa. Au terme d'un séjour de travail très fructueux, les investisseurs turcs en mission à Conakry ont été reçus par le président de la République. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma.
Des investisseurs turcs décidés à traduire en réalité la volonté politique des deux chefs d'État, Alpha Condé de Guinée et Recep Tayyip Erdogan de Turquie, celle de faire de la Guinée la vitrine des investissements turcs en Afrique. C'est ce qui explique la présence à Conakry de 28 chefs d'entreprise. Ils ont eu des contacts fructueux avec plusieurs membres du gouvernement et des réunions d'affaires avec de nombreux opérateurs économiques guinéens. Cet après-midi, ils ont remercié le président Alpha Condé et son gouvernement pour les facilités d'investissement qui leur sont accordées en Guinée. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a accueillis en tant que la délégation des exportateurs de la Turquie. Et nous remercions Monsieur le Président très sincèrement. Il a été très chaleureux envers toute la délégation. Dès notre arrivée, il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour nous aider. Nous avons parmi nos hommes et femmes d'affaires, des investisseurs turcs qui ont eu des contacts depuis ce matin avec l'orientation de Monsieur le Président. Ils sont dans le secteur de textile, de médicaments, de l'agriculture et de l'acier et de l'énergie. Le président Alpha Condé a de son côté remercié le président Recep Tayyip Erdogan pour sa marque d'amitié envers le peuple de Guinée. Le président Erdogan, qui est mon jeune frère, a montré tout l'intérêt qu'il porte à la Guinée en encourageant des hommes d'affaires turcs à privilégier la destination de la Guinée. Les investisseurs turcs sont les bienvenus, sont chez eux en Guinée. Et comme le président Erdogan fait tous les efforts, moi aussi je fais tous les efforts pour qu'ils se sentent en Guinée et chez eux et qu'ils soient comme s'ils étaient en Turquie, afin qu'ils se considèrent la Guinée comme de deuxième patrie et que la Guinée soit la porte d'entrée de la Turquie pour l'Afrique de l'Ouest. Mais que vous savez, mon frère et moi, nous sommes des hommes pressés, donc nous tenons à ce que les choses aillent vite. Alors nous comptons sur eux pour venir rapidement pour que tous ces projets se concrétisent. Le président a fixé des objectifs extrêmement ambitieux qui doivent être les relations entre la Guinée et la Turquie. Donc nous ferons tout en ce qui nous concerne pour faciliter l'accès aux hommes d'affaires turcs, pour implanter des usines ou pour développer le commerce. Nous sommes à leur disposition. Je remercie surtout notre ami qui est devenu maintenant guinéen et qui nous oriente beaucoup et qui est citoyen d'honneur de la Guinée. J'espère qu'il va continuer à amener les hommes d'affaires. Évidemment, je ne peux pas oublier l'ambassadrice qui fait des pieds et des mains pour amener le maximum. C'est pourquoi elle est mon ambassadrice préférée. Alors je continue à l'encourager pour qu'elle fasse encore avec plus d'engagement son travail. Elle est déjà très engagée, mais encore avec plus, puisqu'elle est témoin que mon frère et moi on est très pressés. Et je demande à la délégation de souhaiter mes meilleurs vœux à mon frère et j'espère qu'il va gagner le référendum parce que j'ai vu que le peuple turc a confiance en lui. Je suis convaincu qu'il gagnera le référendum avec une très grande majorité et pour faire en sorte que la Turquie aille encore toujours plus en avant. Apparemment, tout porte à croire que la voie est bien dégagée pour une coopération guinéo-turque très fructueuse. Sport, la Guinée tire les leçons du récent Tikazone, tournoi international de karaté au niveau de la zone 2. 8 pays étaient annoncés au départ, seuls 4 ont pu participer à la compétition. Le championnat était simplement ouvert aux cadets, juniors et espoirs. Reportage Abdoulaye Diallo. Près d'une semaine durant, la Guinée était la capitale du karaté de la zone 2. Cette troisième édition des championnats de karaté des cadets, juniors et espoirs a connu la participation de 4 pays sur 8 annoncés au départ. Pour sa première expérience dans une telle organisation, la Fédération guinéenne de karaté des arts martiaux affinitaires aura réussi un coup de maître. Cette compétition vise à poser les jalons pour les préparations des jeunes sportifs guinéens aux compétitions internationales telles que les championnats d'Afrique tenus à Yaoundé au mois d'avril. Vous êtes en train de démontrer qu'avec la volonté, rien n'est impossible. À l'issue des combats en kumité et en kata, les karatékas se sont démarqués les uns des autres. Du coup, le Sénégal a arraché 18 médailles, dont 12 en or, suivi du Mali avec 22 médailles, dont 10 en or. La Guinée a arraché 21 médailles, dont 4 en or.
Et la Sierra Leone a remporté 8 médailles, dont une d'argent. Je suis très content. Ce n'est pas la première fois. Et en Mali, c'est moi le champion du zone 2, moi de 55 kg. Ça me fait un grand plaisir de décrocher une médaille d'or. Ça fait plus de 20 ans que le drapeau national guinéen n'a pas monté en haut. Alors c'est une fierté pour moi. C'est l'année dernière la Guinée a participé à la deuxième Tikazone au Mali, où on a décroché 13 médailles. Si l'État met le moins, je pense qu'on peut mieux faire que ça. Le ministère en charge des sports se dit prêt désormais à accompagner ces genres d'initiatives qui contribuent à apporter de la visibilité aux disciplines sportives de notre pays. Le karaté guinéen, après une longue traversée du désert, retrouve ces dernières années ses lettres de noblesse. Je rassure une fois de plus que ce choix ne sera pas déçu. Pour rappel, en marge des travaux de cette 3e édition de la Tikazone, Maître Cheikh Kondé, président de la dite fédération, a été élu comme le 2e vice-président de la zone 2. Madina Daf a hérité le poste de chargé à l'organisation de l'UFAC. Après la Tikazone, la Guinée se prépare pour participer au championnat d'Afrique de karaté prévu à Yaoundé au Cameroun en avril prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Demain, vous serez avec Falilou Diallo. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.